Europe 16h-18h, Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. le récit. Ce 29 novembre 1802, sur les hauteurs de Basse-Terre, en Guadeloupe, un cortège de condamnés avance enchaîné. Parmi eux, la femme Solitude marche les poings liés derrière le dos, la tête haute et le regard fier. Quand a-t-elle senti, pour la dernière fois, les rayons du soleil sur sa peau ? Depuis des mois, la jeune femme croupit seule dans la pénombre d'une cellule crasse. La veille, elle a donné naissance à un enfant qu'on lui a tout de suite arraché. Que deviendra-t-il ? Est-ce qu'il sera, comme sa mère et sa grand-mère avant lui, l'esclave des Blancs qui domine l'île à nouveau ? Les dés sont jetés. Solitude n'y peut plus rien. Au bout du chemin, l'échafaud l'attend. La corde balance soufflée par le vent. L'insoumise jette un dernier regard aux monts Caraïbes qui l'ont vu grandir et résister. D'autres insoumis reprendront le flambeau, elle en est certaine. Le nœud coulant glisse sur son cou, la corde se tend, et soudain, c'est la nuit pour toujours. 6 mois plus tôt, Solitude luttait aux côtés des insurgés guadeloupéens. Au début du mois de mai 1802, elle voit débarquer à Pointe-à-Pitre des navires français comptant 3500 hommes à leur bord. À la tête des troupes, le général Antoine Richepense. Il est envoyé par le premier consul pour rétablir l'ordre colonial après un putsch des officiers de couleur de l'armée. Mais sur l'île, la révolte gronde. Dans les heures qui suivent l'arrivée des armées napoléoniennes, la résistance s'organise dans les quartiers de Basse-Terre. Le chef de bataillon, Louis Delgrès, s'impose comme chef de la rébellion. Le 10 mai, il fait placarder dans les rues une proclamation intitulée « À l'univers entier, le dernier cri d'innocence et du désespoir ». Dans ce texte, il s'attaque au tout-puissant Napoléon Bonaparte. Il proclame la liberté universelle et en appelle aux valeurs de la République, celle-là même qui avait aboli l'esclavage en 1794. Au nom de ses frères hier opprimés et menacés de l'être à nouveau, Delgrès écrit « C'est dans les plus beaux jours d'un siècle à jamais célèbre par le triomphe des Lumières et de la philosophie qu'une classe d'infortunés qu'on veut anéantir se voit obligée d'élever sa voix vers la postérité pour lui faire connaître, lorsqu'elle aura disparu, son innocence et ses malheurs. Dans le siècle de la philosophie, il existe des hommes qui ne veulent voir d'hommes noirs ou tirant leur origine de cette couleur que dans les fers de l'esclavage. » Dès l'arrivée des troupes de Napoléon, la bataille de Basse-Terre commence. L'île est à feu et à sang. Alors que les Français encerclent progressivement la ville, Delgrès et ses partisans se replient derrière les murailles épaisses du fort Saint-Charles. Les coups de canon se succèdent, et voilà le fort pris d'assaut par l'ennemi. Delgrès parvient toutefois à s'échapper par la petite poterne du Galion située à l'arrière du fort. Avec 300 hommes et femmes qui luttent avec lui, le colonel remonte la rivière et se réfugie à Matouba, dans une habitation bâtie sur les flancs de la Soufrière. Mais il le sait, les troupes consulaires arriveront bientôt et la répression se fera dans le sang, les baïonnettes n'épargnant personne. Fier représentant de l'esprit révolutionnaire, Delgrès veut se montrer fidèle à la devise « Vivre libre ou mourir ». Il fait miner la maison et attend calmement l'arrivée des troupes françaises. Au matin du 28 mai, d'un air solennel, Delgrès donne le signal. On met le feu aux poudres. La déflagration fait trembler l'île et emporte de nombreux soldats napoléoniens. Delgrès est mort, en homme libre. Il ne pliera jamais le genou face à l'ennemi. Ce jour-là, Solitude a-t-elle vu le volcan s'embraser après le sacrifice du colonel ? A-t-elle brandi le poing en criant « Vive la liberté » ? Fait-elle partie des survivants bientôt arrêtés par les hommes de Richepense ? Nul ne le sait. Mais alors que Delgrès n'est plus, les Français mènent une répression sans précédent. Des centaines de rebelles sont arrêtés, jetés dans des geôles sombres et exécutés. Le 16 juillet, Bonaparte ordonne le rétablissement de l'esclavage sur l'île. Le lendemain, Richepense supprime la citoyenneté pour tous les hommes de couleur et tous les soldats noirs sont déportés en France ou vendus comme esclaves à l'Amérique. En juillet, Solitude est-elle déjà derrière les barreaux ? En fait, on ne sait pas quel fut exactement son rôle dans la révolte de 1802. Son nom est mentionné pour la première fois en 1858 par l'historien Auguste Lacour dans son Histoire de la Guadeloupe. Lui nous apprend qu'elle était métisse et insurgée, qu'elle portait un enfant et qu'elle fut arrêtée, condamnée à mort et suppliciée au lendemain de la délivrance.
Il l'a décrite comme une guerrière enragée, prête à saigner l'oppresseur à la pointe de sa broche. Les historiens de l'époque ne nous apprennent rien de plus sur ce personnage aujourd'hui érigé en héroïne du combat contre la traite négrière. Ce que l'histoire n'a pas pu nous dire à propos de Solitude, c'est l'écrivain français André Schwarzbart qui s'est chargé de le raconter grâce à la littérature. Le 1er février 1972, son roman intitulé La mulâtresse Solitude paraît dans les librairies françaises. Sous la plume de Schwarzbart, Solitude devient l'incarnation de toutes ces femmes de couleur, hier réduites en esclavage et prêtes à se sacrifier pour garantir demain la liberté de leurs enfants. La mulâtresse Solitude, dans les pages du roman de Schwarzbart, est née en 1772 dans l'habitation d'une plantation de canne à sucre où sa mère, esclave avant elle, avait été conduite de force. Bayane Goumet, c'est son nom, avait été arrachée à son village d'Afrique et emmenée loin, très loin, dans la colonie française de Guadeloupe. À bord d'un bateau négrier, elle avait été violée par un marin blanc. Quelques mois plus tard, une petite fille mi-blanche, mi-noire avait vu le jour. Avant de s'appeler Solitude, la petite fille avait été baptisée Rosalie. Et Rosalie avait appris à servir ses maîtres blancs. Elle avait reçu quelquefois des coups de fouet, avait été vendue une fois, puis deux. Et voilà qu'en 1794, le décret sur l'abolition de l'esclavage l'avait libérée de ses chaînes. Mais dans les veines de Solitude, le feu de la révolte brûlait. Alors moins de 10 ans plus tard, quand les Français étaient revenus pour les enchaîner à nouveau, Solitude, le ventre arrondi par une grossesse, avait pris les armes aux côtés des troupes noires et s'était cachée dans les forêts de la Soufrière. Elle avait été arrêtée et, au lendemain de son accouchement, exécutée à l'âge de 30 ans. Dans l'histoire, la vraie, celle avec un grand H, l'esclavage que Napoléon Bonaparte a rétabli en 1802 est aboli près d'un demi-siècle plus tard, en avril 1848. Si l'on retient l'action d'abolitionnistes célèbres comme Victor Schœlcher, nul doute que les hommes et les femmes épris de liberté comme l'étaient Solitude et Louis Delgrès incarnent eux aussi la mémoire de la lutte contre l'esclavage. En septembre dernier, on inaugurait à Paris un jardin au nom de l'héroïne antillaise. Dans le jardin Solitude, une statue à l'effigie de la mulâtre révoltée sera la toute première, honorant une femme noire jamais érigée à Paris. Europe 1, Historiquement vôtre.